bonsoir. À mon tour de vous présenter mes vœux pour cette année 2018. Je rajouterai simplement un élément. Il va nous falloir de la résistance pour passer ces 12 mois qui viennent et les années qui suivront. Donc, bienvenue à cette 4e conférence de l'Université populaire de la saison 2017-2018. Cette soirée se passera en plusieurs temps. Une introduction du sujet que je ferai, une intervention de Michel Rivasi sur 45-50 minutes. Ensuite, nos deux témoins locaux rebondiront sur les propos de Michel Rivasi et répondront à mes quelques questions. Et ensuite, 30 minutes, vous pourrez poser des questions à Michel Rivasi ou à nos deux témoins. Et puis nous terminerons le verre à la main, le verre de l'amitié, sur le palier de la salle de conférence. Vous avez pu découvrir dans le hall, peut-être, ou vous le verrez tout à l'heure en sortant, le happening que la MJC a voulu organiser. On l'a organisé une semaine avant les vacances scolaires, donc en à peine 2 semaines, la collecte de médicaments qui est dans l'urne. Vous voyez un peu l'importance de ces médicaments qui traînent dans nos pharmacies personnelles et qui ne sont pas utilisés. Ces médicaments seront bien entendu recyclés par Cyclamed. Nous les donnerons aux responsables de cette organisation afin que ces médicaments soient retraités. Michel Rivasi, vous êtes professeur agrégé en biologie et professeur d'IUFM. Vous êtes une scientifique confirmée et vous avez cofondé la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité après l'accident de Tchernobyl de 1986. Vous êtes également cofondatrice de la commission recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques et vous avez été directrice de Greenpeace France. Vous êtes ancienne députée de la Drôme, ça c'est un petit clin d'œil à Catherine, qui est originaire de ce département, et députée européenne Europe Écologie Les Verts. Vous avez été une des porte-paroles d'Eva Joly lors des présidentielles de 2012. Vous avez écrit ou coécrit Ce nucléaire qu'on nous cache, chez Albin Michel, en 1998, Survivre au téléphone mobile et au réseau sans fil, au courrier du livre en 2009, Le racket des laboratoires pharmaceutiques aux éditions Les Petits Matins, un livre qui est paru en 2015. Les médias ces derniers mois se font l'écho du malaise sanitaire en France. Alors on cite peu les journaux, mais Fakir par exemple, du dernier trimestre 2017, qui évoque les liens entre les laboratoires pharmaceutiques et le président de la République. Marianne, le numéro 1073, qui évoque la révolte des malades. Le Monde diplomatique de ce mois, que l'on a reçu à la MJC cette semaine, qui parle de l'obligation de vaccination, puisque pour tout enfant qui naîtra à partir de ce début janvier dans notre pays, devra subir l'injection de 11 produits avant l'âge de ses 2 ans. La multiplication des scandales sanitaires, le Stalinon en 54, le Distilbène en 77, plus près de nous, le Vioxx, la somatropine, le sang contaminé, et on se souvient du responsable mais pas coupable, le Mediator, le Levitorox et le dernier en date, la Dépakine. Sans parler du scandale sanitaire d'Actalis, dont les médias se font l'écho ces derniers jours. Tous ces scandales amènent chacun à s'interroger sur notre système de santé et sur notre organisation au niveau de la recherche pharmaceutique. Dans la préface de votre livre, Philippe Even parle de dérives ruineuses et parfois meurtrières de notre système de santé, laissé aux mains de politiques inconséquents, désinformés et trop souvent soumis aux impératifs et aux exigences de l'industrie dite de santé. Le gâteau pharmaceutique, comparé à un 4/4, représente un quart de remèdes indispensables, un quart de remèdes de médicaments parfois utiles, un quart occasionnellement utiles et d'un dernier quart inefficace, voire dangereux. L'Organisation mondiale de la santé dit que sur les 700 nouveaux médicaments mis en vente entre 2001 et 2011, seuls 4%, soit 28, ont un intérêt essentiel. On démultiplie les campagnes de vaccination de masse, l'hépatite B, la grippe H1N1, les génériques sont délaissés. On sait que la recherche nous coûte et que les labos pharmaceutiques font des profits colossaux. En 2009, les taux de profit sont de plus de 30%, 38% pour Bayer, chiffre tiré de votre livre.
Les budgets recherche des labos sont souvent en baisse. Suppression de services entiers, démolition d'usines pratiquement neuves n'ayant jamais servi, par exemple. Chez Sanofi, par exemple, baisse de 25% du budget de recherche, l'aide de l'État ne baissant que de 15%. Suppression de 30% des personnels dédiés à la recherche. Comment comprendre cette situation? Les marges bénéficiaires sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, chez Sanofi, elle est plus importante que chez LVMH, qui produit des produits de luxe, ou que chez Total, pour les produits pétroliers. L'argent public servirait-elle à financer les actionnaires? L'inflation du prix du médicament, qui est d'ailleurs 80% plus cher en France qu'en Italie, et la surconsommation médicamenteuse plombe également le budget de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Le politique n'a-t-il pas démissionné face au laboratoire? Notre système de sécurité sociale, créé en 1945, suite au programme des Jours Heureux, par un ministre communiste, institue un principe de couverture du risque maladie, du risque vieillesse, accident du travail et famille. Le principe est simple, chacun cotise selon ses moyens, chacun bénéficie selon ses besoins. Ce système est menacé, on nous le dit régulièrement, on nous le répète. Pourquoi le serait-il? Pour des questions de rentabilité? C'est une question. Collusion entre le milieu de la recherche et le monde politique. Collusion que vous qualifiez de tango des portes tournantes. Alors, comment empêcher ces mouvements qui permettent aujourd'hui de passer d'un cabinet ministériel à un poste dans la recherche afin d'éviter tout lobbying? Comment lutter efficacement contre la surfacturation des médicaments? Comment modifier les usages des prescripteurs et des patients pour lutter contre la surprescription? Comment agir sur les brevets des labos pharmaceutiques? Alors, Michel Rivasi, comment sortir du racket des labos pharmaceutiques? C'est le sujet de ce soir et je vous laisse la parole. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Alors, je présume que c'est l'Université populaire, dans ce lieu MJC, hein, c'est important. Mais vous avez dit beaucoup de choses, en peu de temps. Alors, je vais un peu me présenter pourquoi j'ai été sensibilisée là-dessus. Alors, vous avez dit, bon, j'étais agrégée en bio. Mais depuis que je suis députée européenne, vous savez, j'ai vécu l'histoire de la grippe H1N1. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote quand même, parce que j'étais députée donc en 2009, députée européenne. Avant, j'étais députée à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est d'autres histoires, parce que les liens entre les politiques et les labos, vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais l'histoire quand même, cette grippe H1N1, où on avait notre célèbre Madame Bachelot, qui nous disait, mais il y a une alerte très importante, il faut vacciner, je vais acheter 90 millions de doses, etc. etc. Et moi, j'étais donc, je suis à la commission ENVI, qui s'appelle la commission Santé, Environnement et Consommateurs. Et là, on a auditionné Madame Liakab, à l'époque, qui était responsable du centre, ce qu'on appelle le CDC, c'est-à-dire que c'est le Centre européen pour les maladies infectieuses. Et elle nous dit, surtout, attendez, il ne faut pas vacciner les femmes enceintes et les parce qu'on n'a pas assez de recul sur les études cliniques faites par rapport au vaccin contre la grippe H1N1. Et en parallèle, vous passiez la frontière, et en France, Mme Bachelot dit, les premières personnes à être vaccinées, c'est les femmes enceintes et les enfants. Donc, je me dis, problème. Et je fais une étude avec d'autres scientifiques pour savoir quel était le problème de cette grippe H1N1. Et vous savez qu'on regarde dans l'hémisphère sud, puisque ça passe avant d'aller chez nous, et je voyais qu'en Australie, je voyais en Amérique latine, ils disaient, ben, c'est pas une grippe très importante, elle touche avant tout les enfants, d'ailleurs c'est un peu le cas de cette grippe à l'heure actuelle, mais les personnes de 40 jusqu'à point d'âge, elles sont plus ou moins vaccinées, puisque la grippe H1N1 était déjà passée avant, et donc elles ont des anticorps. Mais, comme disait Gentilini, qui est un professeur, il disait c'est une grippette.
Mais ce n'est pas une grippe qui va occasionner des morts, tel que le disait d'ailleurs l'Institut national de veille sanitaire français. Ils annonçaient plus de 60 000 morts. Hein. Puis on nous parlait, vous savez, de la grippe espagnole, etc. Danger incroyable. Et là, je fais un débat avec Mme Bachelot. Et je lui dis, Mme Bachelot, vous êtes en train d'alarmer la population française. Parce que moi, j'ai tous les documents du ministère de la Santé australien, de ce qui se passe en Amérique latine, et ils disent, il n'y a pas de danger. Bien sûr qu'il y aura des morts, parce qu'on nous annonce toujours que la grippe, vous savez, saisonnière, ça annonce entre 5 et 6 000 morts. J'ai dit, j'aimerais bien savoir si c'est vraiment des morts dues à la grippe, et pas dues à autre chose. Parce que 5 à 6 000 morts, ça fait quand même des chiffres importants. Et là, elle me dit, mais c'est un scandale, Madame Rivasi, je vous attaquerai si jamais il y a un gamin qui meurt parce qu'il n'a pas été vacciné. Ben, j'ai dit, écoutez, j'attends de voir, et donc. Et puis, la deuxième chose qui me préoccupe, c'est qu'à partir du moment où vous avez acheté 90 millions de doses, eh bien, il va falloir 2 doses, et à l'Europe, ils disent qu'une dose, ça suffit. Alors, pourquoi 2 doses en France? Et puis, il y a un problème de responsabilité, c'est que vous avez enlevé la responsabilité des produits défectueux au laboratoire. C'est-à-dire que c'est l'État français qui va être responsable si jamais il y a des effets secondaires de vos vaccins. Et là, elle part dans ces trucs. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est un scandale ce que vous dites et tout. Et puis l'histoire m'a donné raison. Mais même, vous savez, vis-à-vis des médecins, c'était toujours très compliqué de dire mais arrêtons d'alarmer les gens. Et là, petite étude, je regarde qui sont les conseillers de Mme Bachelot. Eh bien, les conseillers de Mme Bachelot, qui l'ont poussé, en quelque sorte, à acheter tous ces vaccins, à faire des contrats, vous voyez, avec les laboratoires pharmaceutiques, ben, c'était des gens qui travaillaient pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire des experts qui avaient un lien avec GSK, avec Sanofi, avec tous les gens qui vendaient carrément les vaccins. Et on a demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête sur le plan du Parlement européen. Donc là, je n'ai pas eu l'aval d'ailleurs de tous les députés conservateurs. Mais j'ai eu un rapport sur la grippe. Et c'est là où je me suis aperçu que même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y avait une certaine Madame Chang, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait poussé à augmenter l'alarme, si vous voulez, vis-à-vis de la grippe sur le plan mondial. Et c'est elle qui a poussé aussi, vous voyez, à ce qu'il y ait une vaccination sur le plan international. Eh bien, quand on lui a demandé qui sont le comité d'experts qui vous a donné les données pour augmenter, si vous voulez, l'alerte, eh bien, pareil, c'était Confidentiel Défense. Elle ne voulait pas donner les gens qui participaient à son comité d'experts. Et quand, quelques années après, on a su qui sont ces gens-là, eh bien, ils étaient financés par les laboratoires pharmaceutiques. Si vous voulez, c'est ça qui était très préoccupant, vous voyez, par rapport à, soi-disant, l'indépendance et puis le fait que les alertes, elles soient objectives. En fait, on s'aperçoit qu'elles n'étaient pas du tout objectives. Alors ça m'a donné la puce à l'oreille, et depuis, je me suis intéressée à toute cette problématique de santé. Parce qu'après, de suite après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'affaire du Mediator. Et alors, quand il y a eu l'affaire du Mediator qui est sortie grâce à une femme remarquable, Irène Frachon, eh bien, à l'Europe, j'ai demandé est-ce qu'il y a un débat sur le Mediator. Et on me disait non, non, c'est un problème franco-français. Or, vous savez que le Mediator, ça n'a pas du tout été qu'un problème franco-français, puisqu'en Espagne, il y avait déjà des cas qui étaient relevés, en Italie, pareil, et Servier, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quand il a vu qu'il commençait à y avoir des problèmes sur les valvules, des problèmes respiratoires, eh bien, il a dit on arrête la commercialisation du Mediator en Espagne et en Italie. Et quand on a regardé aussi de près, puisqu'il y a eu des commissions d'enquête en France, on s'est aperçu que quand les effets secondaires remontaient, eh bien, c'était bloqué par des gens comme Éric Abadie, où sa femme était l'avocate de Servier, etc., etc. Tous ces conflits d'intérêts qui font que ça bloquait sur le système français pour pas que ça remonte et qu'on attaque Servier pour un médicament qui, normalement, n'aurait jamais dû être commercialisé, puisqu'il y avait une molécule qu'on appelle le Benflorex, qui est une amphétamine, et que les amphétamines avaient été déjà interdites depuis 1997. Eh bien, tout ça, eh bien, ça continue. Et il faut des morts. Vous voyez, c'est 1300 morts normalement prévus pour le Mediator. Il y a eu quand même l'affaire du Vioxx, comme vous avez dit, le Distilbène. Il y a eu l'affaire
il y a eu énormément de médicaments qui ont posé problème, l'hormone de croissance, il y a eu le problème de l'hépatite B que j'ai vécu, moi, en tant que député de l'Assemblée nationale. Eh bien, quand Douste Blazy avait poussé à ce qu'on vaccine pour l'hépatite B, il commençait à sortir des problèmes de sclérose en plaques. Mais on vous disait, mais ça n'a rien à voir. Et même des médecins me disent, il n'y a aucune preuve. Ben, si, il y a eu des actes juridiques où des gens ont été indemnisés, plusieurs millions d'euros d'ailleurs, à titre personnel. Eh bien, cette relation, vous voyez, de cause à effet, eh bien, c'est très difficile à montrer, parce que quand vous avez une sclérose en plaques, il n'y a pas marqué vaccin hépatite B. Hein? Et donc, comme il faut une relation de causalité directe, ben, c'est très difficile à prouver pour les gens. Et donc, ils ont des procès interminables. Et tout ce qui touche aux problèmes sanitaires, on a parlé du sang contaminé, on a parlé du problème du dyslipène, on a parlé du problème de l'hormone de croissance, on a parlé du problème de l'hépatite B. Maintenant, il y a ce problème du lévothyrox. Eh bien, aucun dossier n'a abouti sur le plan juridique. Quand j'ai fait ce bouquin avec la juge Marie-Odile Berthelin-Geoffroy, eh bien, elle me dit chaque fois, et alors je ne vous parle pas de Tchernobyl, parce que alors là, ça, je connais ça de long, en large et en travers, eh bien, il n'y a jamais eu de procès qui soit allé jusqu'au bout. Parce que notre justice, elle n'est pas indépendante. À un moment, le politique dit on arrête. Ce qui n'a pas été le cas en Italie. Vous voyez, quand j'ai fait l'étude après sur les médicaments, pour le prix des médicaments, eh bien, en Italie, il y a eu l'opération main propre. Parce que, dû à la mafia, la justice est complètement indépendante du pouvoir politique. Eh bien, quand il y a eu l'opération main propre sur, justement, la santé, eh bien, le ministre de la Santé a fait 5 ans de prison. Les directeurs de cabinet ont fait de la prison parce qu'on touchait des pots de vin des laboratoires pharmaceutiques. Et nous, on a lancé cette opération main propre. D'ailleurs, on a eu énormément de signatures de médecins. Et c'est pas allé jusqu'au bout. Puisque on n'arrive pas même, regardez le Mediator, Irène Frachon, elle se bagarre tous les jours pour que les gens soient indemnisés. Eh bien, chaque fois, Servier dit « Ah, mais il n'y a pas tous les documents, on ne va pas pouvoir indemniser. » Et le procès n'a toujours pas lieu. Les gens sont indemnisés par l'ONIAM, c'est-à-dire par les contribuables français. Mais il n'y a pas toujours eu de procès pour condamner Servier par rapport au mensonge qu'il a provoqué quelque part, par rapport à cette molécule qui, normalement, aurait dû être supprimée depuis très longtemps. Eh bien, c'est la situation française. Alors après, on a un deuxième problème, c'est le prix des médicaments. J'ai fait une étude entre l'Italie et la France. Nous, on dépense à peu près 34 milliards d'euros de médicaments par an. À peu près la même population en Italie, eux, ils dépensent 18 milliards d'euros. On se dit, on a les mêmes médicaments, on a une population similaire. Bon, nous, on est à 66 millions, ils sont à 64. On a à peu près le même niveau de vie. Comment se fait-il qu'il y a une telle différence? Eh bien, ça vient d'un endroit qu'on appelle le CEPS, qui est le Comité économique des produits de la santé, qui regroupe plus d'une trentaine de personnes. Il y a bien sûr le ministère de l'Industrie, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Environnement, il y a le budget, et puis il y a les représentants un peu des caisses de la CPAM, et puis d'autres personnes. Et ces gens-là vous fixent le prix des médicaments de façon opaque. On ne sait toujours pas sur quelle base sont fixés le prix des médicaments. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée du médicament, qui est fixée par l'autorité de la santé publique, mais normalement, ça doit être transparent. Et comme ça ne l'est pas, on pense que c'est plutôt des intérêts économiques qui priment sur les intérêts sanitaires. Par exemple, le Mediator était remboursé à 65%. Et la haute autorité sur la santé publique disait que c'est un médicament qui ne sert à rien sur le diabète. Eh bien, il était remboursé à 65%. Vous n'allez pas me dire que c'est par rapport au service médical, vous voyez, qu'on remboursait ce médicament. C'est parce qu'il fallait aider Sanofi d'un point de vue économique. Mais comme vous l'avez indiqué, Sanofi, s'il jouait son rôle économique, eh bien, normalement, on aurait dû développer des entreprises en France.
Or, vous vous apercevez qu'il y a eu plus de 4000 licenciements à Sanofi, parce que maintenant, la recherche, on l'a fait en Inde, on l'a fait en Chine, mais on ne la fait plus en France. Et puis, de moins en moins, on fabrique des médicaments innovants. Parce que l'industrie pharmaceutique, il faut bien que vous vous rendiez compte, c'est une pieuvre qui est mais immensément riche à l'heure actuelle. C'est l'industrie qui se fait le plus de bénéfices par rapport à toutes les industries. Vous avez cité, les pétroliers se font moins de bénéfices que l'industrie pharmaceutique. L'industrie de l'armement non plus, l'agroalimentaire non plus. C'est une industrie qui peut se faire au moins 20% de bénéfices par an. Ça peut aller jusqu'à 40%, vous voyez, suivant les années. Alors qu'au départ, jusque dans les années, disons, de 60 à 80, c'était quand même une industrie qui nous a apporté énormément de valeur ajoutée sur les médicaments. Vous voyez, au tout début, ça a été vraiment une innovation, toutes les nouvelles molécules, les antibiotiques, etc. Il y a à peu près 200 molécules qui soignent 90% des maladies et qui ont été inventées, vous voyez, entre 60 et 80. Mais après, il y a eu une perte au niveau de l'innovation. Et il fallait quand même, vous voyez, qu'ils fassent des bénéfices. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle le MeToo, c'est-à-dire des médicaments qui sont similaires, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, comme ça, ils gardent le brevet, et ça permet de ne pas faire de générique, vous voyez, qui coûte moins cher au bout de 20 ans, parce qu'un brevet, c'est une durée de 20 ans. Et ces MeToo, c'était, si vous voulez, des médicaments équivalents aux médicaments actuels. Et grâce à ça, ils ont pu avoir un chiffre d'affaires important. Et maintenant, c'est eux-mêmes qui fixent le prix des médicaments. Vous voyez, avant, il y avait une régulation qui se faisait par rapport aux politiques. Maintenant, quand vous prenez le cas du Sovaldi, par exemple, c'est pour soigner l'hépatite C. On a 200 000 cas d'hépatite C en France. Vous avez une industrie pharmaceutique américaine qui s'appelle, le labo s'appelle Gilead. Il a racheté une start-up, parce que maintenant, ils n'investissent plus dans la recherche et développement, ils rachètent des start-up où des gens, vous voyez, ont développé des molécules. Ils ont acheté à peu près 11 milliards d'euros. Eh bien, en 2 ans, ils ont remboursé, vous voyez, carrément cette start-up qu'ils ont achetée, parce qu'ils ont fixé le Sovaldi à 46 000 euros le traitement pour 6 semaines. Et quand ils viennent en France, ils voient notre ministre, à l'époque c'était Marisol Touraine, et ils disent, voilà, c'est un médicament qui soigne. Effectivement, il soigne sur l'hépatite C. Eh bien, comme si vous n'avez pas ce médicament, ça va vous coûter tant à la sécurité sociale. Donc nous, on fixe à 46 000 euros. Et donc à 46 000 euros, la ministre dit, mais je ne peux pas soigner 200 000 personnes, donc je vais en soigner que 15 000. Et vous commencez à avoir une santé à plusieurs vitesses. C'est-à-dire, si vous êtes jeune, vous voyez, si vous n'êtes pas sans papier, bien sûr, hein, si vous avez les moyens, etc., on va vous soigner. Si par contre, vous êtes sans papier, vous avez la CMU, vous avez des choses comme ça, ou en prison, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi en prison qui ont l'hépatite C, eh bien, on ne va pas vous soigner. Ou on va vous soigner qu'en dernière minute, ou en dernière extrémité, où vous allez mourir dans peu de temps. Eh bien, c'est le système actuel. Alors, quand j'avais vu Marisol Touraine, je lui avais dit, mais enfin, tu as une possibilité, tu as plusieurs possibilités pour diminuer le prix des médicaments. Parce que ça a été un problème européen, je vous signale. On a demandé à ce qu'il y ait un débat européen, et que ce soit les Espagnols, les Italiens, ils ne pouvaient pas acheter des molécules aussi chères. Alors, je leur ai dit, mais regroupez-vous. Regroupez tous ces pays. Si l'Espagne se regroupe avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, etc., les labos, si on leur dit, on n'est pas d'accord avec ce prix, on ne va pas vous acheter ce médicament à ce prix. Et comme on est les plus gros consommateurs de médicaments, eh bien, le labo ne va pas pouvoir se faire de l'argent. Eh bien, les États refusent, parce qu'ils disent, c'est la souveraineté nationale de fixer le prix des médicaments. Et ce que je vous disais, le CEPS, c'est cette structure opaque qui permet après de jouer sur le rôle économique d'un labo par rapport à un autre. Nous, on va encourager Servier, on va encourager Fabre, on va encourager Sanofi, parce qu'à l'origine, c'était, vous voyez, issu de la France. Et donc, quand je leur ai dit regroupez-vous, ils n'ont pas voulu.
Alors il y a certains pays quand même qui l'ont fait, c'est le Pays-Bas, qui sont regroupés avec le Luxembourg et la Belgique. Vous voyez, maintenant ils font des appels d'offres en fait au niveau de ces 3 pays pour pouvoir diminuer le prix des médicaments, mais ça pèse pas trop parce qu'il n'y a pas une population suffisamment forte. Mais on n'y est pas arrivé pour qu'ils se regroupent. Il y avait une deuxième solution. Alors quand je lui en ai parlé, elle m'a dit mais c'est la bombe atomique. C'est ce qu'on appelle la licence obligatoire. C'est-à-dire que ça c'est dû au sida et grâce aux ONG qu'on a la possibilité, quand il y a un problème sanitaire, de dire à partir du moment où il y a un problème sanitaire dans un pays, eh bien on demande à ce que le brevet soit remis en question et qu'on fasse fabriquer la molécule à des laboratoires génériqueurs. C'est ce qu'on appelle la licence obligatoire, et c'est dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui, par rapport au sida à l'époque, avait autorisé chaque pays à le faire. Eh bien, il y a le refus des politiques, parce qu'ils ne veulent pas se mettre à dos les laboratoires. Mais je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous risquez? C'est un laboratoire américain, Gilead. Donc, de dire à Gilead, eh bien, on va demander la fabrication de la molécule de Sovaldi à des génériqueurs. Et ça va coûter, on a calculé, ça a coûté 150 €. Vous voyez, la boîte de médicaments. Alors qu'ils nous la vendent, enfin sur 6 semaines, hein, 46 000 €. Enfin, c'est incroyable. Alors, ce qu'ont fait les Marocains, ou ce qu'ont fait certains pays en Inde, eh bien, maintenant, ils le font fabriquer par des génériqueurs. Mais la France, on achète toujours à 46 000 €. Alors c'est vrai que, vous voyez, d'un point de vue sécurité sociale, alors vous allez me dire, mais c'est cher. Mais pour le cancer, c'est pas 46 000 €, c'est plus de 100 000 € la molécule. Et à l'heure actuelle, on ne soigne pas tout le monde, vous voyez, par rapport à ces molécules, parce que ça coûte une fortune. Et là, c'est le pouvoir des laboratoires, vous voyez, qu'il faut qu'ils imposent carrément le prix. Et c'est pour ça que je dis que les politiques ne sont pas à la hauteur de leur rôle, parce qu'ils devraient dire ben, c'est beaucoup trop cher, il faut qu'on s'organise et il faut qu'on applique la licence obligatoire. Même aux Grecs, j'aurais fait une étude pour qu'ils puissent l'utiliser, cette licence obligatoire. Mais pour l'instant, il y a très peu de pays qui le font. Parce qu'ils sont tétanisés par les labos, comme quoi si on n'est pas gentil avec eux, ben, ils ne vont pas pouvoir nous vendre les molécules. C'est quand même fou. Ouais, c'est la situation actuelle. Alors, d'autres, vous allez me dire, mais quand même, ces politiques, pourquoi ils ne réagissent pas plus? Alors, j'ai fait, et vous regarderez dans mon bouquin, une étude de tous les ministres de la Santé. Eh bien, vous regardez, je parle de Claude Évin. Pourtant, il était pas mal, Claude Évin, ministre de la Santé. Eh bien, Claude Évin, il avait fait financer ses campagnes électorales par Fabre. Bon. Alors, c'était autorisé à l'époque. Hein. Mais vous voyez le lien qu'il y a. Après, on a eu quand même notre Cahuzac. Rappelez-vous Cahuzac, hein, avec ses paradis fiscaux. Comment il s'est fait ce fric? Par les laboratoires pharmaceutiques. Au début, il faisait partie d'ailleurs du cabinet d'Evin, et c'est lui qui participait à la fixation du prix des médicaments. Donc il connaissait vraiment très bien les laboratoires. Quand Evin a pu être ministre, eh bien lui, il avait monté son cabinet de conseil. Et cabinet de conseil pour qui? Pour les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, il monnayait, il est dingue, parce que je suis allée à son procès à Cahuzac, pour vous dire. Il monnayait, il disait par exemple, tel hôpital, vous allez recevoir un IRM, mais il y a une commission de 150 000 €. Si c'est un scanner, ça sera 200 000 €. Et c'est comme ça qu'il a placé tout son fric après dans les paradis fiscaux. Outre le fait qu'avec sa chirurgie des cheveux, tout ça, ou avec sa femme, il se faisait pas mal de fric, il se faisait payer en liquide. Quand j'ai eu les témoignages, moi, dans les tribunaux, quand il y avait des acteurs qui venaient, vous avez plein d'acteurs hein, qui venaient se faire remettre les cheveux là, par des journalistes d'ailleurs, eh bien, tout en liquide. Ben, vous dites... Alors après, j'ai pris les anciens ministres de la Santé. Eh bien, soit les conflits d'intérêts, c'était avant, parce qu'ils avaient travaillé dans les labos. Bachelot, elle avait travaillé dans les laboratoires pharmaceutiques. Nora Béra, elle venait des laboratoires pharmaceutiques. Ou alors, ils allaient après dans les laboratoires pharmaceutiques, pour service rendu. Et vous regarderez, en dehors de Marisol Touraine,
tous, alors Mme Buzyn, notre ministre actuelle, alors elle est pétrie de conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Alors là, on va tomber dans la vaccination. Hein? Que Buzyn, elle impose à partir du 1er janvier 2018 l'obligation vaccinale. Vous voyez, je ne voudrais pas rentrer pour la problématique de la vaccination elle-même, parce que moi, je ne suis pas une anti-vaccination. Mais pourquoi l'obligation vaccinale sur les 11 vaccins? C'est dingue ce truc. Alors j'ai essayé de prendre des députés République En Marche pour leur dire, mais enfin, on ne va pas accepter des choses comme ça. Et j'en avais trouvé une à Lyon. Super blondine. Elle m'a dit, mais moi Michel, j'ai vu tes interventions, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on fasse une conférence de presse. Alors je dis super, on va faire une conférence de presse, mais je voudrais qu'elle soit transpartie, parce que ça, c'est pas un problème idéologique. Et donc j'avais pris quelqu'un du PC, une sénatrice, Laurence Cohen, il y avait donc notre blondine de la République En Marche, je voulais la France Insoumise, mais elle était à la porte parce que elle n'a pas voulu rentrer parce que j'étais avec la République En Marche. Alors déjà, et moi, j'ai représenté les écologistes. On fait la conférence de presse sur l'obligation vaccinale. Vous voyez, pas sur le pourquoi et le comment de la vaccination, l'obligation vaccinale, en disant c'est à l'encontre de la liberté personnelle. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait une évaluation risque-bénéfice sur chaque vaccin. Parce que là, on vous l'impose, mais il n'y a pas chaque année, vous voyez, est-ce qu'il y a un intérêt pour tel et tel vaccin? On peut se poser la question. Et puis en même temps, est-ce que les centres de pharmacovigilance sont à la hauteur? Parce que vous avez des centres de pharmacovigilance, vous en avez 27. Bon. Sauf qu'il y en a certains qui fonctionnent bien, et puis il y en a d'autres qui ne font jamais rien remonter. Et si on oblige tous les parents à vacciner leurs gamins, encore faut-il que si jamais il y a un problème, on soit au courant. Vous voyez, il faut avoir des centres de pharmacovigilance super performants. Eh bien, quelle est la politique de la ministre actuelle? C'est de supprimer les centres de pharmacovigilance régionaux. Et donc, lundi, pour vous dire que c'est vraiment d'actualité, je réunis tous les centres de pharmacovigilance. Et alors, quand j'ai commencé à dire, je réunis les centres de pharmacovigilance, les services de Mme Buzyn ont dit, surtout pas, il ne faut pas que vous adressiez directement à Mme Rivasi. Tu vois, je suis leur bête noire, en fait. Mais je leur ai dit, mais je me suis fait des alliés, parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas qu'on oblige, vous voyez, la vaccination à tout le monde, et que les centres de pharmacovigilance, pour faire remonter les effets secondaires, disparaissent. Mais ça vous montre l'importance de l'affaire. Et à qui profite le crime? Ben, au labo. Vous avez à peu près 800 000 naissances par an. Donc vous imaginez le jackpot pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors et la ministre m'a convoqué. Parce qu'elle me dit, Madame Rivasi, je suis en désaccord complet avec vous. Mais je dis, ben moi aussi. Moi, on est deux. Alors elle m'a dit, et puis je n'accepte pas quand vous dites que ça profite aux laboratoires pharmaceutiques. Ah ben j'ai dit, ça profite à qui? Mais vous imaginez, moi je suis labo, je fais des vaccins, au moins, je sais que chaque année, hein, je vais pouvoir... Bah, alors, tout le monde ne va pas choisir qu'un laboratoire pharmaceutique, mais au moins, j'ai 11 vaccins, là, hein, c'est direct, et ça coûte vraiment des millions d'euros. Eh ben donc, et c'est passé. Alors, oui, ma conférence de presse, quand même, donc on fait une conférence de presse, il y avait tous les journalistes qui étaient là, ravis qu'enfin, il y ait une conférence de presse avec plusieurs partis politiques. Très rare, à l'heure actuelle. Ça se compte sur les doigts de la main. Eh bien, ma blondine, elle s'est fait harponner, critiquer. On a dit que c'était un scandale qu'elle ait fait comme ça une conférence de presse avec différents partis politiques. En plus, sur le sujet qui est l'obligation vaccinale, que c'était un scandale et elle a été mise complètement à l'écart. Vous voyez ça? Et alors, cette blondine, elle raisonne bien. D'abord, c'est une femme. Une jeune femme qui a des gamins. Parce qu'elle me dit, c'était quand même pas dans le programme de Macron, l'obligation vaccinale. Et elle dit, moi je me sens pas attachée à ça. Autant je suis pour plein de choses, pour Macron, mais pas pour ça. Eh bien, Ferrand, vous savez, le grand Ferrand, là, hein, qui maîtrise ce parti,
eh bien, elle a été vilipendée et elle m'a dit, mais j'ai été mis complètement à l'écart. Je l'ai rappelé pour lui dire, mais tu sais, c'est la politique, t'affole pas. Vous savez, quand on fait la politique, il faut aimer ce qu'on fait. Et si on est sur des causes citoyennes, eh bien, moi, vous savez, j'en fais de la politique depuis un certain temps, eh bien, ça me passionne. Parce que de les emmerder, ces gens-là, je suis ravie. Parce que, je vous assure, c'est complètement gangréné notre système. Ils ont tellement d'argent, les labos pharmaceutiques, qu'ils achètent tout le monde. Et là, quand on se bagarre sur l'épidémie des conflits d'intérêts, oui, parce que c'est une épidémie, ces conflits d'intérêts. Quand vous voyez qu'il y a des gens dans les cabinets, rappelez-vous ce Nallet, là. Rappelez Nallet, qui était l'ancien ministre de l'Agriculture. Mais il était conseiller de Servier. C'était quoi ses connaissances? Et il a failli recevoir la médaille, là. Hein, et il y a eu une telle rébellion des gens, parce que c'était le conseiller de Servier, et il allait recevoir la Légion d'honneur. Non mais attendez, c'est complètement dingue. Et c'est ça qui nous fout en l'air, parce que tous ces gens, eh ben, ils ont des services rendus pour les labos, et puis je vous dis, soit ils en viennent, ou soit après, ils ont des super places au niveau de ces laboratoires pharmaceutiques. Donc ça nous pourrit complètement le système. Et puis c'est pas seulement français, c'est aussi européen. Parce que vous avez GSK, vous avez des gros labos, je vous parlais de Gilead, mais il y en a plein d'autres. Et ceux-là, eh ben, ils sont... voilà. Bon. Donc ça, c'est notre système quand même qui nous pose problème, parce que ça joue après sur les médecins. Parce que les médecins, leur formation initiale, 98%, c'est financé par les laboratoires pharmaceutiques. Et la formation continue, qui paye? Ben, les laboratoires pharmaceutiques. Et les visiteurs, qui payent? Ben, les laboratoires pharmaceutiques. Et quand vous avez une belle minette, hein, visiteurs médicaux, parce qu'on devait les supprimer, mais enfin il en reste encore plus de 12 000. Hein. Bon, eh bien, elle vient avec le médicament en disant, mais ça, il est super, ce nouveau médicament. Je vous dis, il est super, il apporte un service rendu, etc. Ben, les médecins, ils disent, bon, ben, s'il est super, d'abord, il est plus récent, il doit être mieux. Ben, pas forcément. C'est pas parce qu'il est plus récent qu'il est mieux. Il y a moins, justement, d'études cliniques et moins de recul par rapport aux effets secondaires. Et, ben, et en plus, il est plus cher que celui qui est avant. Et donc, ben, voilà. Donc les médecins, en dehors de prescrire, c'est pour ça que je suis très contente que vous soyez là, parce que prescrire, c'est la seule revue indépendante qui n'est pas financée par les laboratoires pharmaceutiques. Mais la plupart sont financés. Alors quand vous voyez comment il s'appelle, le CIMES, que je ne peux pas voir à la télé, là. Oh là là, celui-là, j'ai fait l'émission avec lui, il est terrible. Et il est l'animateur préféré des Français. Hein? Mais écoutez ce qu'il dit des fois sur les médicaments. Alors, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour s'en sortir? Un, il faut répondre aux conflits d'intérêts. Pour moi, c'est très important, l'histoire des conflits d'intérêts. Et là, on a la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Ça a apporté un plus. Ça, c'est suite à l'affaire Cahuzac, hein, quand même. Bon. Parce que ça peut faire ça regarde tous les élus pour savoir s'ils payent leurs impôts, parce qu'on avait des ministres qui ne payaient pas leurs impôts. C'est bizarre. Enfin, bon. On avait aussi des ministres qui avaient des paradis fiscaux. Bon, ça le regarde. Et en même temps, c'est un magistrat qui est à la tête de ça, qui s'appelle M. Nadal, qui est quelqu'un de très bien. Mais cette haute autorité n'a pas encore plein pouvoir. Parce que je suis allée la voir, cette haute autorité. Et il m'a raconté un truc, ce Nadal, qui m'a préoccupée. Il me dit, vous savez, Madame Rivasi, il faut m'aider. Parce que on a voulu attaquer Dassault. Parce que Dassault avait des paradis fiscaux. Et il ne déclarait pas tout son patrimoine. Eh bien, quand il a commencé à dire on va attaquer Dassault, mais il y a eu une délégation de sénateurs qui est venue voir Nadal en disant on ne touche pas à Dassault. C'est raison d'État. Et il y a eu une délégation de députés qui a dit on ne touche pas à Dassault. C'est raison d'État. Donc vous voyez que cette haute autorité, eh ben, elle n'a pas tout pouvoir. Parce que normalement, quand elle a des infos comme ça, elle saisit la justice pour que la justice, vous voyez, fasse le ménage là-dessus. Donc,
Et puis alors, M. Macron, notre cher président, dit on va faire la transparence. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir Bayrou, parce qu'il était ministre à l'époque. Et c'est lui qui devait porter ce dossier. Je lui explique, je dis, tu peux pas faire un truc comme ça sans parler et sans essayer de balayer devant notre porte et de supprimer les conflits d'intérêts. Manque de peau, le lendemain, il n'y était plus. Et donc, dans cette loi, la loi, vous savez, sur la confiance, par rapport aux élus, eh bien, il n'y a rien sur les conflits d'intérêts. Donc, on n'a pas avancé dans les hauteurs là-dessus. Si ce n'est la haute autorité qui regarde quand même maintenant dans les cabinets, si, par exemple dans le cabinet du ministère de la Santé, s'il n'y a pas trop de gens quand même qui sont payés par les labos. Mais ça ne va pas plus loin. Donc, il faut résoudre ce problème-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une évaluation indépendante sur les substances et sur les médicaments. Et pour ça, moi, je proposais qu'il y ait un comité d'experts qui est indépendant des labos, comme un peu la haute autorité sur la sécurité nucléaire, comme l'ASN. Ça vous dit des choses, ça? Vous savez que l'ASN, quand ils ont commencé à critiquer la cuve, vous savez, de Flamanville, etc., ce sont des gens qui sont nommés pour 6 ans. Et personne ne peut les déloger de leur poste. Eh bien, il faudrait des experts comme ça, bien payés, parce que quand les experts, si vous voulez, quand c'est l'État qui les paye très mal, et quand c'est les labos, ils les payent très bien, qui puissent regarder les études cliniques sur les médicaments. Parce qu'il est anormal qu'on ait l'affaire du Mediator. Il est anormal qu'on ait l'affaire de la dépakine. Vous regarderez dans mon bouquin la dépakine. Je le sortais avant que ça sorte dans les médias. J'avais rencontré cette Marine-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette dame, elle est comme vous et moi. Elle avait une épilepsie. Bon, elle va voir son neurologue en disant « Est-ce que je peux faire des gamins ?» Le neurologue dit « Il n'y a aucun souci. Oui, mais je prends la dépakine. Mais il n'y a aucun souci. » Et elle, quand même, elle regarde la notice et puis elle lit « Ah ben, quand on est enceinte, il faudrait mieux pas prendre la dépakine. Ça peut entraîner des problèmes de malformation. Et surtout des problèmes intellectuels chez les gamins. » Bon. Et donc elle lit ça, elle voit son neurologue et elle dit « Mais c'est quand même un peu écrit dans la notice. » Le neurologue « Mais non, mais non. Moi, vous savez, je soigne des gens depuis des années, il n'y a aucun souci. » Bon. Et puis elle regarde, elle fait un peu une étude autour d'elle et elle s'aperçoit que tous les gens qui étaient épileptiques, qui prenaient la dépakine, avaient plus de 40% de leurs gamins qui avaient des problèmes de retard mentaux. Et 10% de malformations. C'est elle qui a écrit à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, pour dire là il y a un problème. Vous m'expliquez ça? Et les centres de pharmacovigilance, qu'est-ce qu'ils foutent? Donc lundi, je vais leur dire, mais vous servez à quoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de voir les effets secondaires de la dépakine, et que c'est une maman, hein, parce qu'elle a quand même 3 gamins, ils sont handicapés. Vous imaginez ce que ça représente? Et on pense qu'il y a 30 000 gamins handicapés dus à la dépakine. C'est ça, moi, qui me rend... Vous voyez, c'est pour ça que j'ai envie de leur rentrer dans l'art quand je les vois. Et la Buzyn, hein, je lui dis, mais c'est quoi cette histoire-là? La dépakine, comment ça s'est fait? Et sûr, parce que tout ça, c'est des trucs que j'ai soulevés. Et sûr, encore un truc de femme. Après, on va finir sur le Lévi-Strauss. Parce que ça, quand même, il y a un problème de misogynie. Et sûr, c'est un truc dingue. C'est Bayer qui fait ça. C'est une espèce de ressort qu'on met dans les trompes pour que les femmes ne puissent plus avoir d'enfants. Avant, on faisait la ligature des trompes. Et là, on a trouvé un truc, comme ça, il n'y a pas d'anesthésie. On ne forme pas très bien, d'ailleurs, les gynécos pour le mettre. Et on s'est aperçu que, si une femme veut le retirer, elle ne peut plus. Parce que ça se... Si vous voulez, c'est un truc, un ressort qui fait que ça irrite les parois de la trompe, ça cicatrise, et comme ça, bon, ben, l'ovule, ben, elle passe plus. Bon. Les spermatozoïdes ne peuvent plus monter. Sauf qu'il y avait du nickel. Eh bien, les femmes sont allergiques. Il y a des femmes hyper allergiques qui ont failli mourir, d'ailleurs, certaines sont mortes d'ailleurs. Eh bien, là-dessus, je vais voir la Direction Générale de la Santé, c'est pour ça qu'ils me connaissent bien. Et je leur ai dit, et sûr, il faut arrêter.
C'est pas possible. Moi, je vois plein de femmes, parce que moi, les gens m'écrivent, vous comprenez? Bon, donc je les rencontre après. Je vois plein de femmes qui ont des problèmes dingues, et vous continuez à commercialiser Essure. Et le DGS me dit, ah ben c'est la première fois que je l'entends. Donc pharmacovigilance, bonjour, parce que moi je suis pharmacovigilance, ça va. Bon. Et après, je m'aperçois que Bayer, ils ont tellement eu de problèmes avec les femmes, et notamment aux États-Unis, qu'ils ont eu des attaques juridiques, ils ont dû payer des milliards de dollars. Et donc, Bayer a dit, on supprime Essure. Vous voyez? Alors pourquoi je vous dis pour les femmes? Parce que regardez le lévothyrox. Quand c'est soi-disant la NSM, donc cette Agence nationale de sécurité des médicaments, qui demande de changer la formule du lévothyrox. Parce que soi-disant, je n'ai toujours pas les preuves, il y avait du lactose et qu'il y a des gens qui sont allergiques au lactose, et qu'en plus, il n'y avait pas de stabilité dans le temps. Et donc, là-dessus, Sanofi change la formule. Donc ça, c'était... Merck, pardon. Et c'était en mars. Et comme les gens, vous savez, quand ils prennent du lévothyrox, ils ont pas mal de boîtes d'avance. Et ils ont commencé à avoir les premiers effets en avril, mai. Bon. Et quand il y a eu... Alors là, il y a eu le centre de pharmacovigilance de Toulouse qui a fait remonter les effets secondaires. Je suis allée voir la direction générale de la santé en disant « Attention, problème au niveau de lévothyrox ». Parce que moi, j'ai des retours comme quoi les femmes ne supportent pas le lévothyrox. Parce qu'il y a 80% de femmes quand même qui prennent le lévothyrox. 80% dans les 3 millions de personnes qui prennent le lévothyrox. Eh bien, ils ont commencé à me dire « C'est les effets secondaires féminins. Des migraines, des maux de tête. Ah oui, j'ai dit les chutes de cheveux, des choses comme ça. C'est pas d'effets secondaires. C'est quoi pour vous les effets secondaires? Et ben c'était, non, c'est un problème, tu vois, c'est psychologique, quoi. Hein, c'est comme avant, vous savez, Tchernobyl, c'est la radiothérapie. Hein, c'est de la phobie, quoi. Bon. Et là-dessus, il y a une association qui s'appelle l'Association française des malades de la thyroïde, où il y a une dame qui s'appelle Chantal Loire. Alors, je ne vous dis pas, elle a 7000 adhérents, elle a un forum dingue, et là, les femmes se sont regroupées. Il y a Annie Dupéré qui s'est mise dans l'eau parce qu'elle prend du lévothyrox, et on a fait la première conférence de presse à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, là. Vous savez, il y a un bureau du Parlement européen à Paris. Là, il y avait toutes les assos. Et on a eu un rendez-vous avec Mme Buzyn, avec Annie Dupéré. Et alors, je ne vous dis pas Annie Dupéré, Mme Buzyn. Elle a dit, mais vous nous prenez pour qui, là, hein? C'est pas des effets secondaires, moi, je ne peux plus bosser avec ce nouveau produit. Alors, c'est là où elle a lâché, quand même, Buzyn, comme quoi, vous voyez, l'association, c'est vachement important. Et elle a dit, on va demander à ce que Merck nous file des anciennes formules. Sauf qu'ils avaient filé que 100 000 boîtes. 100 000 boîtes, quand il y avait 3 millions de personnes qui prennent les boîtes. Bon. Et là-dessus, c'est encore la guerre, parce qu'ils demandent à ce qu'il y ait le Thyrox, alors qu'il est vendu en Italie, etc. Et donc, j'ai fait une manif avec elle, d'ailleurs, c'était dans la région c'était à Bourgoin-Jallieu, où ils fabriquaient le Thyrox. Mais seulement, c'était pour les Italiens. Alors, elles sont allées devant pour dire, ben, nous, on veut pour les Français. Et il y a plein d'études qui se font pour savoir pourquoi il y a eu ces effets secondaires. Mais quand j'ai vu Merck là, qui m'a dit, mais non, on a fait toutes les études cliniques, etc. Sauf qu'ils ont fait des études cliniques sur 3 semaines, sur 1 mois. Or, soi-disant, ils devaient évaluer la stabilité dans le temps. Donc, ce que je n'ai pas accepté, moi, c'est le mépris de ces gens-là vis-à-vis des patients qui avaient des problèmes, en leur disant, c'est secondaire. Mais c'est incroyable, et c'est toujours pas résolu, cette histoire. Hein. Parce qu'il y a des gens, ça leur fait rien, puis il y a d'autres gens, et ils déclenchent énormément d'effets secondaires. Excusez-moi. Oui. Oui. Si vous pouviez demander dans la salle combien je suis concernée, de personnes en prennent. Ah ben, on peut demander, dans la salle, combien de personnes prennent le lévothyrox? Donc, vous savez, c'est impressionnant. Moi, j'ai vu, je ne m'imaginais pas qu'il y a autant de personnes. Et alors, on pourrait se demander, parce que je vais vous trouver un peu la solution pourquoi il y a autant de maladies thyroïdes. C'est à cause des perturbateurs endocriniens.
Là, j'étais en Hongrie, là, il y a 3 semaines, et les grands spécialistes, maintenant, disent que les perturbateurs endocriniens, alors c'est tout ce qui est bisphénol, phtalate, retardateur de flamme, parabènes, enfin tous ces trucs, qui perturbent le fonctionnement de la thyroïde. Parce que c'est anormal. Alors la ministre, notre grande ministre, disait, mais Bachelot c'est pareil, Marisol c'est pareil. J'ai dit, écoutez, on a un souci médical. Pourquoi tant de problèmes thyroïdiens? Il faudrait peut-être chercher la cause. Bon, la cause, on pense qu'avant, à un moment, il y avait Tchernobyl en 86, mais bon, ouais. Là c'était l'iode, bon, il y avait le césium aussi, hein, qui a pu avoir une répercussion. Mais maintenant, c'est fini. Donc, là, moi, toutes les études scientifiques, c'est vraiment, ils pensent que c'est le perturbateur endocriniens. Pourquoi une telle augmentation d'autisme? Vous savez qu'il y a 8000 cas supplémentaires par an en France d'autisme. Regardez aux États-Unis, avant il y avait 1 cas pour 10 000 personnes. Maintenant, il y a 1 cas d'autisme pour 68 personnes. Vous imaginez? Et donc, il y a plein de gens qui disent, mais ça peut être dû à la vaccination. Il y en a d'autres qui disent, ça peut être dû aux pesticides. Mais c'est dingue l'augmentation. Pourquoi une telle augmentation de sclérose en plaques? Pourquoi une telle augmentation de maladies auto-immunes? Vous voyez, c'est toutes ces questions qui nous touchent de près, parce que regardez autour de vous, hein, l'explosion de cancer, l'épidémie de cancer qu'on a. Moi je dis, Madame la ministre, c'est ça qu'il faut chercher. Le pourquoi. Parce que les médicaments, vous voyez bien, il y a plein d'effets secondaires. Les médicaments, c'est pas anodin. Ça nous apporte un plus, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas d'être contre les médicaments. C'est pareil que pour la vaccination. On n'est pas contre la vaccination s'il y a une épidémie. Mais de là à toujours, vous voyez, vendre des médicaments et pas chercher la cause, ça c'est problématique. Et là, il n'y a pas d'argent, bizarrement. Et quand on parlait là, de l'aluminium des adjuvants, elle m'a dit, mais Gherardi, vous savez, qui est le chercheur là, qui a fait ses études là-dessus, il est tout seul. Il est tout seul à trouver ça. Je dis, comment il est tout seul? Il y a plein de scientifiques dans plein d'autres pays. Moi, j'ai fait venir des scientifiques du Canada, des États-Unis qui disent la même chose que Gherardi. Ah oui, mais ça remet trop de choses en question parce que les adjuvants à base d'aluminium, c'est ce qu'il y a dans tous les vaccins. Mais vous vous rendez compte? Vous voyez, c'est ça, moi, qui me... Alors, pour finir, il y a des solutions quand même pour acheter moins de médicaments. Donc les médecins, il faut qu'ils soient formés pour que, vous voyez, dans les ordonnances, ils donnent moins de médicaments. Mais il y a aussi les patients. Parce que les patients disent, si le médecin ne me donne pas les médicaments, je vais trouver un autre médecin. Donc ça pousse les médecins à donner... Et la France est le pays où on donne le plus de médicaments par ordonnance. C'est fou. On est des consommateurs de médicaments. Donc déjà, diminuer ça. Et puis, je vous dis, vraiment résoudre ce problème de conflit d'intérêts, faire en sorte à ce que l'État finance la formation continue initiale des médecins, puis que ce ne soit pas, vous voyez, les labos, parce qu'ils ont un intérêt, et puis qu'on fasse des études cliniques. Les dernières études cliniques, elles devraient être faites. Alors moi, ce que je propose au Parlement européen, c'est de dire, si on prenait 0,1 centime par médicament vendu, on pourrait avoir un fonds qui permettrait de financer les dernières études cliniques des médicaments. Parce que qui fait les études cliniques? Ce sont les laboratoires. Et si vous voulez vendre votre médicament, vous voyez, quand vous êtes en dernière phase, mais quand vous allez avoir un effet secondaire où il y a quelques décès, quelques morts, etc., eh bien vous allez les éliminer. Et après, ils sont commercialisés. Vous voyez, il y a les outils, mais encore faut-il avoir la volonté politique pour pouvoir, vous voyez, se dire, c'est un véritable problème. Voilà pourquoi je me suis intéressée, je m'arrêtais là, à ce problème des médicaments. Mais vous voyez que ça touche au-delà, parce que c'est notre santé qui est en jeu. Et puis c'est l'accès pour tous aux médicaments. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et puis les labos, ben, il faut les mettre, parce que, mais vous le regarderez dans le bouquin, enfin les labos, ils achètent tout. Quand ils ont fini leurs 20 ans de brevet, ils achetaient les laboratoires qui fabriquaient le générique pour pas qu'ils le fabriquent. Ils leur versaient 40 à 50 millions d'euros pour pas qu'ils le fabriquent. Ils ont été dénoncés par l'Europe, ils ont payé des amendes, etc. Mais c'est dingue. Quand vous avez autant d'argent, vous payez tout, quoi. Donc c'est vraiment un enjeu de santé. Donc prenez pas trop de médicaments, juste ce qu'il faut. Et puis regardez bien la notice, et puis choisissez le médecin qui en donne le moins.
et puis qui est sensible à ça. Et puis demandez-leur à votre médecin si il est abonné à prescrire. Comme ça vous permet. Je vous assure, s'il est abonné à prescrire, c'est un bon signal. S'il n'est pas abonné, parce qu'il va critiquer prescrire, s'il n'est pas abonné à prescrire, ça veut dire qu'il n'a pas compris, vous voyez, dans quel système il est. Voilà. Allez, je...